par l'orogenèse atlasique ou bien alpine. Les mésétas, ils sont structurés par l'orogenèse hercynienne, l'anti-atlas par l'orogenèse panafricaine et éburnienne essentiellement. Ici, l'orogenèse, bien sûr, archéenne et éburnienne. Donc, on part de l'ancien, très ancien, vers l'ancien, au niveau c'est-à-dire l'ancienneté depuis le sud vers le nord. Voilà. Voilà donc pour les grands domaines. Donc, nous, puisque nous allons travailler sur le précambrien, donc nous allons travailler au sud de l'accident sud-atlasique. Et puis après, bien sûr, les gens qui vont travailler sur le paléozoïque, ils vont travailler sur avec la partie sud de l'anti-atlas Koulaya. Et puis, vous parlez de l'amitié de Mésépa. Donc, nous, on va parler de l'anti-atlas. C'est là où nous avons le précambrien. Et on va parler de la dorsale argibète. Alors, le précambrien au Maroc. Maintenant, on est arrivé, après donc, la longue introduction qui me semble, j'espère que vous la trouviez intéressante. Donc, le précambrien qui nous intéresse, il est développé dans l'anti-atlas et dans la dorsale argibète. Donc, voilà l'accident sud-atlasique. Voilà. Et voilà, donc il affleure au niveau de l'anti-atlas. Vous savez, l'anti-atlas, il prend naissance à partir du sud de Sidi Fini, entre Sidi Fini et Trfaya, ici, et ça continue comme ça. D'accord? Tout ceci, ce n'est pas du précambrien, c'est du paléozoïque, ce qui est écrit. D'accord? Le précambrien, donc on va le voir tout à l'heure, ce sont ces fenêtres-là. Et puis vous avez donc tout ce qui est rouge, donc c'est la dorsale argibète. Alors, ça, c'est des choses, donc avant de ceci, on va parler de la subdivision du précambrien au Maroc. Ça, c'est les subdivisions mondiales. Donc actuellement, tout le monde est d'accord que le précambrien, pardon, il commence, donc je vous répète tout à l'heure, 4,6 milliards d'années jusqu'à 541-42. Ça dépend. Voilà les limites, donc le précambrien. Donc, donc nous avons l'Indien. On ne connaît pas grand-chose. Voilà. Nous avons l'Archéen, donc nous l'avons au Maroc. Nous avons tout le Protérozoïque, nous l'avons au Maroc. Donc ici, je ne rentre pas dans ces détails. Là, nous sommes obligés de détailler un petit peu parce que nous avons toutes ces formations-là, celle-là et celle-là. Alors, au Maroc, vous savez que la mise en évidence du précambrien, elle a été mise en évidence vers 1923. Donc c'est quand même c'est très jeune, c'est pas très ancien. 1923. Alors, le premier géologue donc, il a trouvé, c'est au niveau de l'Anti-Atlas, il a fait un voyage de Marrakech, je crois, vers la région de Taloudent. Il a passé par le Tizinta de Silois. Et puis, lorsqu'il redescend vers la plaine, donc vers le sud, il a découvert donc le précambrien, c'est Louis Gentille. Alors, vous savez bien qu'il y a une ville au Maroc qui s'appelle Louis Gentille. Eh bien, Louis Gentille, il prend son nom à partir de monsieur Louis Gentille, dont, voilà la photo. C'est quelqu'un qui est né en 1868 et il est mort en 1925, c'est-à-dire juste après avoir 2 ans, après avoir parlé du précambrien au Maroc. Alors, c'est le premier qui a subdivisé le précambrien au Maroc. Pour lui, le précambrien au Maroc, arrête une seconde, s'il vous plaît. Monsieur, oui. Et pourquoi il appelle Sophia Louise Janté? Ah, voilà, ce n'est pas lui qui l'a appelé Louis Gentil, c'est les gens. Je marche l'histoire, s'il y a quelqu'un Sophia parmi nous qui peut nous aider, mais je sais, quel est le Moustamirin qui a été pour rendre hommage à ce monsieur. Parce que vous savez, mais c'était des scientifiques, mais généralement un homme de relations militaires, mais le militaire à l'époque, le colonialisme. D'ailleurs, même في كازا, كان واحد الحيت يتسمى بورنازيل. Pour les gens de Casa, il y a un grand quartier qui s'appelle Bournazil. Alors, Bournazil, c'est qui? C'est un général. Et pour les gens du sud, ça leur dit quelque chose. Les gens normalement, la région de Tinri,
l'un des généraux qui a conduit donc la guerre contre Ait Attaf Bougafr. D'accord? Donc le colonialisme, le dernier asile donc qui a mené cette bataille et il a été tué sous Bougafr. Et المستعمر Merci. النوم ديالو سميتو في كازا حي بورنازيل. Alors que maintenant, ça devrait disparaître et sera normalement remplacé par Smia Dial, les grands. Mais malheureusement, c'est comme ça. Alors, donc, même Louis Gentil, je crois, c'est un scientifique, mais le fait, pour lui rendre l'hommage, donc, à Youssoufia à l'époque. Peu importe, après, donc, cette bref leçon de l'histoire que nous sommes obligés quand même d'apprendre, parce qu'il faut quand même savoir l'histoire de son pays. Sinon, qui m'agale. Si on ne sait pas d'où on est venu, on ne saura jamais là où il ira. Les marques ninja, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Louis Gentil? Donc, c'est lui qui a fait la première subdivision, d'accord? Les publiettes 38. Donc, elle a été publiée. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a l'archien et l'algonquien. Donc, il y a deux choses. L'archien et l'algonquien. Alors, qu'est-ce qu'il a appelé l'archien? C'est parce que l'anti-atlas, on va le voir tout à l'heure, a un socle qui est formé de terrain métamorphique et magmatique, ou on a une couverture qui est formée de roches métasédimentaires et sédimentaires. Par des roches, des micaschistes et des granites, c'est-à-dire des roches magmatiques et métamorphiques, qui est très ancien. Simple, il a subdivisé deux, peut-être l'archien, ça c'est l'algonquien. C'est un ancien terme d'ailleurs qui n'existe plus. Il s'est arrêté là. Alors depuis, il y a quand même quelqu'un qui a pris le relève à partir des années 30, c'est-à-dire après Neltner, après le Schubert, il y a Neltner, après le Louis Gentil, il y a Neltner et Schubert. Travaillé au Maroc, donc dont vous voyez la photo, c'est lui. Bon, je ne l'ai jamais vu parce qu'il était mort en 86, donc lorsque je faisais déjà le G3 ou G4, je ne me rappelle plus. Celle-là, c'est Mademoiselle Formuret, donc ils travaillent ensemble, donc je travaille un petit peu lors de ma thèse avec Mademoiselle Formuret. Il est morte il y a, je crois, il y a quelques années, 5-6 ans. Alors, ces gens-là, pourquoi je mets leurs photos? Parce que quand même, toutes les cartes du Maroc qui sont faites actuellement, je parle de tout le Maroc, le Rif, le Haut-Atlas, le service de géologie au niveau du ministère de l'énergie et du Istermar, et même après l'Istermar, toute sa carrière, il l'a consacré au Mali. Donc jusqu'à sa retraite, même après sa retraite, même Mademoiselle Formuret, parce que lui, je ne l'ai jamais vu, Mademoiselle Formuret, elle venait donc travailler au Maroc jusqu'à son dernier jour. Et même dans son bureau, j'étais plusieurs fois dans son bureau, il a presque toute la bibliographie sur le Maroc de A jusqu'à Z. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue sa bibliothèque, je crois qu'elle l'a laissée à l'université d'Orsay, c'est quelqu'un, je sais pas, la suite après ira à Paris, donc c'est l'université du sud de Paris ou bien Paris 11. Peu importe. Alors, ces gens-là, pourquoi je m'arrête? Parce que c'est eux qui ont fait l'essentiel. Et je vous avoue, j'ai fait presque tous mes travaux personnellement sur le précambrien de l'Anti-Atlas. Il y a des coins, vraiment, ce n'est pas facile d'y aller. Il nous faut aller vraiment toute une journée pour aller dans des coins. Et je vérifie sur la carte que ce qu'il dit est vrai. Monsieur, on vous entend pas. Oui, c'est bon. Donc, depuis quand? Depuis à partir de quel moment?
Comme ça, je peux répéter. Oui, mademoiselle? Oui, oui, vous m'entendez? Oui, oui, monsieur. Voilà, à partir de quand? Oui, à partir de quand vous n'avez pas entendu? Monsieur, lorsque vous avez parlé de la bibliographie de cette demoiselle. Voilà, exactement. Ah oui, donc je vous ai dit, donc ce sont eux qui ont fait l'essentiel donc, de la géologie du Maroc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vraiment, c'est la première division du précambrien. Donc, ils l'ont divisé en précambrien 1, 2 et 3. D'ailleurs, dans toutes les publications, les travaux, on a toujours gardé tous les gens qui travaillent sur les Cambriens au Maroc, le précambrien au Maroc, vous allez vous-même le dire après, on parle P1, P2, P3. Bon, c'est que ce soit pour les gens qui travaillent pour Managem, pour toutes les compagnies minières au Maroc. On parle toujours P1, P2, alors que normalement, ça a changé depuis 10 ans. Et ça a resté dans la mémoire des gens, c'est toujours cette subdivision-là que les gens ils ont retenue. Alors, donc je vous dis c'est quoi? Le précambrien, c'est l'archien de, de Neltner. J'ai oublié de parler de Neltner. C'est l'archien de Neltner et lui gentil. C'est-à-dire tout ce qui est mécachiste et granit, ce qui est roche magmatique et métamorphique. C'est ce qu'ils ont appelé le P1. Ce qu'ils appellent le P2, c'est la formation qui est formée des quartzites essentiellement, c'est-à-dire ce que Neltner et les gentils, ils ont appelé l'algonquien. Et puis le précambrien 3, c'est tout ce qui est volcanisme, parce que l'anti-atlas, nous avons un socle, aussi bien sûr à l'intérieur le détail, un socle qui est formé de granit, peu importe, de roches métamorphiques et roches magmatiques. Nous avons une couverture formée des quartzites. Je nomme les quartzites. Ce sont des anciens grès qui sont métamorphisés. Donc, ça veut dire quoi? Un grès, c'est quoi? C'est des anciens sables meubles qui se sont consolidés en grès et qui se sont métamorphisés pour nous donner des quartzites. Donc, un socle, roche métamorphique, roche magmatique. On a une couverture métasédimentaire qui est formée essentiellement de grès métamorphisés. Et puis, on a une troisième qui est formée de roches volcaniques. Donc, c'est ça qui a simplifié un petit peu pour Schubert. Il formulerait la subdivision. Tout ce qui est magmatique métamorphique, P1, tout ce qui est métasédimentaire, roche sédimentaire, métamorphisée, c'est le P2. Tout ce qui est roche volcanique, c'est la série de Ouarzazate. Voilà, en gros, les grandes subdivisions, ce qu'on va voir maintenant le précambrien. Donc, retenez-les bien. Le socle et la couverture qui se subdivise en une formation calcaire et quartzite, peu importe, essentiellement des quartzites, et le reste, c'est la série volcanique. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Alors, maintenant, donc toute la géologie du Maroc, donc depuis les années 30 jusqu'aux années 70, c'est toujours la même chose, c'est toujours Schubert, Formuré, et il y a bien sûr toute une équipe de chercheurs marocains et français, etc., que se sont associés, qui ont toujours fait la géologie du Maroc. À partir donc des années 1975, le blanc, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la compagnie minière d'El Bouazer, c'est un Français, en tout cas il est toujours vivant, il a remis en cause la subdivision d'El Schubert, mais pas profondément. Pardon. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a gardé le P1, c'est-à-dire l'ancien, et il a gardé le P2 et le P3. Qu'est-ce qu'il a rajouté, lui? Alors, lui, il a travaillé sur la boutonnière de Bouazer. Bouazer, c'est vers le sud-est de Ouarzazate. C'est là où nous avons la plus grande mine du cobalt. On viendra là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce Schubert, le blanc? Il a rajouté ceci. L'orogenèse éburnienne, à cet âge, c'est-à-dire le précambrien 1, il est affecté par l'orogenèse éburnienne. Au-dessus de lui, une partie du précambrien 2 qu'il a appelé inférieur, c'est le P2,
et puis la phase majeure de l'orogenèse panafricaine, qu'il appelait la P1, Bouazar 1, 680. Et puis j'ai le dépôt d'IAL, ce qu'elle appelle le P2 supérieur, le P2-3, c'est-à-dire bin hada ou hada. Après ce P2-3, j'ai la phase tardive de l'orogenèse panafricaine. Ça veut dire que l'orogenèse panafricaine au niveau du Maroc, une fois à cet âge, et puis il y a le dépôt de ceci, et la phase tardive à ce niveau-là. Et puis après, j'ai la formation, ce qu'on appelle le P3, qui est volcanique et qui couvre le tout. Donc voilà la subdivision Tqriban qui a duré même jusqu'à maintenant. Mais après, il y a quelques petites retouches, c'est-à-dire juste la mise au point. Alors, la subdivision actuelle, c'est-à-dire sur laquelle on travaille maintenant, c'est la suivante. Alors, il vient d'où? À partir des années 1990, c'est-à-dire déjà le 20 ans, la géologie de l'anti-Atlas a connu un nouvel essor, c'est-à-dire un saut, parce que le ministère de l'Énergie et des Mines, il a lancé un programme très intéressant qui fonctionne même jusqu'à maintenant, c'est le Plan National de Cartographie Géologique, PNCG. Ce programme, c'est quoi? C'est de faire ce qui reste, parce que vous savez que maintenant, nous n'avons pas toutes les cartes géologiques au niveau du Maroc. On a les anciennes faites par Schubert à 1 100 millième, l'échelle 1 100 000. Sur celle que vous avez pas encore fait la cartographie, peu importe. Mais il n'a pas couvert tout le Maroc. Maintenant, à partir des 1990, le ministère commence à faire les cartes à 1,50 000, mais ça continue depuis 20 ans et on n'a pas encore couvert. Voilà, personnellement, j'en ai fait 19 cartes, donc je fais une bonne partie de l'anti-atlas, sauf l'anti-atlas, et ça continue encore, mais on n'a pas encore fini. D'accord, donc juste pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau du Maroc. Alors, ce programme, c'est quoi l'avantage? C'est que elle est basée sur ces études, ils sont basées sur de nouvelles données géochronologiques, notamment la méthode l'uranium plomb pour faire les datations. Ça veut dire que ce programme, il a donné des moyens énormes pour faire les datations, c'est-à-dire bien dater les roches et les minéraux, mais avec des méthodes JDAD qui sont fiables. C'est l'uranium plomb sur zircon. Là, donc, juste une explication, ceci pour qu'on sort un peu du cours. Vous savez qu'on peut dater, d'ailleurs en stratigraphie, on nous a parlé de ça, des datations relatives et absolues. Datation relative ou bien chronologie relative, c'est-à-dire cette roche ou bien cette couche, elle est plus ancienne parce qu'elle est en bas, l'autre elle est en haut, donc c'est la plus récente, etc. Et puis nous avons la datation absolue, c'est-à-dire on détermine avec le chiffre l'âge de la roche. On vous dit elle a 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, etc. Alors les méthodes, bien sûr, on peut travailler sur plusieurs, on peut travailler sur la roche totale, c'est-à-dire on broie la roche Koulaya et on analyse les teneurs du rapport de l'uranium plomb. Mais ce n'est pas toujours fiable. Alors la méthode la plus, c'est-à-dire la plus fiable, il y a sur le zircon. Vous savez, le zircon, c'est un petit minéral que je crois, vous avez, pour ceux qui ont fait la minéralogie, donc vous savez de quoi s'agit-il. Pour les autres, peu importe, c'est un petit minéral dans les roches magmatiques. Les roches magmatiques, mais après, une fois les roches magmatiques s'altèrent, ils passent les roches sédimentaires. Ils se déposent. C'est quoi l'avantage? C'est un minéral qui ne s'altère pas. Pourquoi il est fiable? Pourquoi parce que il ne perd pas les éléments chimiques liés. Alors, si je peux vous expliquer un petit peu cette méthode pour comment on date les roches, je vais vous donner un exemple le plus simple. Il y a le poulailler. Vous savez, ça veut dire le poulailler, c'est هذا ديال الدجاج سميتو بالعربية مشات سميتو خم الدجاج ولا je sais pas. Peu importe. Alors, je vous donne un exemple. Vous imaginez, par exemple, حطينا دجاجة ou bien juge, peu importe, un poulailler.
Si on suppose que la poule, elle pond un œuf par jour. Donc, أنا إلا جيت 10 أيام أنا ما شفت والو. قلت لي بأنه عندي une poule تبيض un œuf par jour. J'ai le poulailler, je compte, je trouve des œufs. Donc, je te dis que l'âge c'est-à-dire le moment où la poule a commencé, donc ça fait 10 jours. Parce que tu as déposé une poule, mais qui me donne un œuf par jour. Donc, si je trouve 20, donc ça veut dire que la poule a été déposée il y a 20 jours. Mais il y a des conditions. C'est la même chose pour les minéraux. Je vais vous détailler par la suite. Si je confonds la poule avec l'uranium qui existe dans le zircon, donc lorsque dans le zircon je forme l'uranium il se transforme en plomb. Parce que vous savez, la nature a des éléments qui ne bougent pas, ou les autres qui se transforment à l'ouaqt. Donc l'uranium avec le temps, il nous donne du plomb. Mais la façon dont l'uranium nous donne du plomb a une période bien limitée. C'est-à-dire que, je vous donne juste un exemple, quoi. Un uranium de plomb. D'accord? Donc, combien il va me donner? Donc, il va me donner 20. Donc, c'est la même chose pour la poule. Mais qu'il y a pour vraiment bien calculer l'âge, c'est qu'il faut que le poulailler soit bien fermé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit isolé. Mettre notre poule pour fausser les calculs, ou mettre un voleur pour prendre les œufs, parce qu'il va fausser. C'est quoi ça géologiquement? C'est-à-dire il faut que le système soit fermé. Il faut que le minéral ne soit pas altéré. C'est-à-dire il ne gagne pas l'uranium, il ne perd pas le plomb. Donc voilà, une période bien respectée, donc que l'uranium il me donne le plomb, par exemple un par jour, un par an, etc. Et le système il est fermé, donc qu'est-ce qu'on fait nous? On analyse, on prend le zircon, on analyse la quantité de l'uranium et la quantité du plomb. Et bien sûr, nous avons, ceci vous allez le voir en radiochronologie, nous avons plusieurs types d'uranium, plusieurs types de plomb, mais on sait le plomb اللي كاين اصلي وتنعرفوا اللي تخلق من l'uranium. Je recule. Voilà, jusqu'au début. Pour rafraîchir les idées. Voilà. Ça. Vous m'entendez? Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de la méthode uranium plomb. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est l'isotopes du plomb. Le plomb 205, le plomb 204, 206, 204, etc. C'est-à-dire, on sait, lorsqu'on analyse, j'analyse le plomb, et j'analyse le son, à partir de l'uranium. Voilà, donc à partir de ceci, j'arrive à calculer d'une façon très exacte l'âge des roches. Alors, il y a donc, vous allez voir ceci avec les gens qui vont faire le master l'année prochaine, Inch'Allah, peut-être avec moi-même, c'est-à-dire comment on fait la datation exactement. Donc, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer l'âge de la Terre avec précision et l'âge des roches avec précision. C'est grâce à la datation, l'uranium plomb, c'est la plus fiable sur le zircon. Et c'est la plus admise actuellement à travers le monde. Ça coûte un peu cher, mais ça donne de très bons résultats. Oui, il y a quelqu'un qui parle? Oui, il y a quelqu'un qui parle? C'est bon? Alors, oui, il y a quelqu'un qui parle, mais je n'entends pas très bien. Il y a un problème du son? C'est bon? Je peux continuer? Je continue? Oui, monsieur. Voilà. Donc, je vous disais, voilà, donc juste après ce petit rappel, donc c'est ce que vous allez voir en détail, juste pour que vous ayez une idée sur la méthode. Donc, c'est une méthode exacte. Alors,
tous les âges qu'on a trouvés à partir de, je vous ai dit tout à l'heure, des météorites, de Apollo, de tout ceci, c'est à partir de ces méthodes fiables. Donc, le ministère, à partir des années 80, donc, il a mis à la disposition des chercheurs donc, des moyens pour faire ces analyses. On les fait un petit peu à travers le monde entier. Alors, donc, en se basant sur ces nouvelles méthodes, deux périodes magmatiques majeures se distinguent dans le précambrien au Nouveau-Maroc. L'Oula, donc c'est la première période, c'est le paléo-protérozoïque, donc c'est ce qu'on appelle le P1 de Schubert, pas de problème. Les âges de 2 milliards d'années, donc ça n'a pas changé grand-chose par rapport à ce qu'on a vu. La seconde période, c'est le néoprotérozoïque. On reviendra dessus, c'est ce qu'on a appelé le P2 et le P3 de Schubert. Donc c'est le cycle panafricain. En fonction de ces âges, ceci il est subdivisé en deux groupes. Le supergroupe de Ouarzazate et le supergroupe de l'Anti-Atlas. Alors, je répète, parce que maintenant, tout ce qui va suivre sur la géologie de l'Anti-Atlas, on va se baser maintenant sur ceci. Alors, nous avons donc deux grandes périodes maintenant. Le paléoprotérozoïque. Je reviens sur la subdivision. Nous avons, voilà le précambrien. D'accord? L'Haïdien, on n'en parle pas. L'Archéen, au niveau de l'Anti-Atlas, on ne l'a pas. On en parlera d'Orsal Arguimet. Alors, au niveau de l'Anti-Atlas, c'est là où on travaille actuellement, beaucoup de travaux, nous avons le paléoprotérozoïque et le néoprotérozoïque. Celui-là, il est absent. On en parlera par la suite. Donc, toutes les datations nouvelles qu'on a obtenues nous ont donné de tranches d'âge. Un âge vers 2 milliards, c'est-à-dire à peu près par là, continue jusqu'à 1600. C'est l'âge de l'orogenèse éburnnienne, la fin du paléoprotérozoïque. Et les autres groupes d'âge, le néoprotérozoïque. À partir de là, et ça continue. Mais celui-là, on ne l'a pas. Voilà, donc juste, il faut toujours avoir un petit peu, lorsque vous révisez votre cours, il faut toujours revenir sur cette plan stratigraphique pour mettre un petit peu les choses dans vos têtes. Au niveau de l'Anti-Atlas, c'est le paléoprotérozoïque et le néoprotérozoïque. Voilà. Alors, donc, le paléoprotérozoïque, c'est l'ancien, qu'on appelle le P1, parce que la terminologie actuelle, c'est le paléoprotérozoïque. Mais les gens commencent toujours à parler du P1. La seconde, c'est le néoprotérozoïque. C'est ce que les gens appelaient le P2 et le P3 de Schubert. Alors, celui-là, pas de subdivision, c'est pas facile à subdiviser, parce que c'est très compliqué. Le second, on le subdivise en deux, le supergroupe de l'Anti-Atlas et le supergroupe de Ouarzazate. Voilà, sur ce tableau-là, vous n'êtes pas obligé, seulement il faut jeter un coup d'œil parce que c'est le parcours des subdivisions dès le précambrien depuis le début jusqu'à maintenant. Je n'ai pas déposé celui de Neltner et de Louis Gentil. Je commence de Schubert vers 63, voilà les premières subdivisions leader. Et puis Schubert, 1980, c'est-à-dire vers la fin de sa vie, et voilà les subdivisions leader. Il a fait beaucoup de Bouazaride, Anti-Atlaside, Maroccanide. Le blanc dont je vous ai parlé, Wally qui a parlé du panafricain. Donc le burnien, on n'en parle pas. Au lieu de berbérite et burnien à l'échelle internationale, et puis le panafricain à l'échelle internationale. Donc il a juste supprimé cette orogenèse-là de Bouazaride et il a gardé les deux. Tous les travaux de cartographie, c'est tout ce que vous avez du maintenant dont je vous ai parlé, ce qui est récent. Donc voilà, on a fait cette subdivision-là et celle-là. Mais ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors, donc, pour terminer la séance d'aujourd'hui, voilà le tableau qui résume la subdivision actuelle, je veux dire actuelle, sur laquelle tout le monde se base dans l'Anti-Atlas. Il a été publié en 2008 par Gasquet, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé sur les cartes de l'Anti-Atlas occidental. C'est quoi? Le paléoprotérozoïque,
tout ce qui est inférieur à 2 milliards. Le mésoprotérozoïque entre 2 milliards, voilà 2 milliards, entre 1600 normalement. Tout ce qui est entre 1600 et 1000, on ne l'a pas au Maroc. Nous avons un vide. Soit il a été déposé, l'érodé, soit une lacune, il n'a pas été déposé. Alors le reste, tout ça, c'est du néoprotérozoïque jusqu'ici. Alors voilà, on le subdivise en ça, ça et le reste. Donc c'est ce que nous allons essayer de détailler au cours donc des autres sciences. Donc j'espère que c'est pas très ennuyeux. Donc vous essayez de réviser. Si vous avez des problèmes, donc de me contacter. Mais comme je vous l'ai dit, parce que peut-être j'accélère, parce que vous n'avez pas le temps de prendre les notes. Je crois que j'ai beaucoup accéléré un petit peu par rapport à ce que je faisais avant. Donc, je souhaite que ça démarre. Et ce que je souhaite de mon fond, c'est qu'on puisse se revoir pour faire des cours de l'amphi. Donc, s'il vous plaît, donc voilà, je remercie de votre attention et voilà, et je vous dis au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Les deux demoiselles peuvent me communiquer un petit peu les résultats des présents et des absents. Donc voilà, je vous remercie infiniment et au revoir et à la prochaine. Monsieur, s'il C'est vous plaît. bon?